Parmi toutes les princesses Disney, il y en a une qui a su faire entendre sa voix. La Reine des Neiges, 53e classique d'animation Disney, fait partie de ces longs métrages dont il est difficile de passer à côté. Avec ses chansons au succès retentissant dont la diffusion a rapidement atteint l'échelle mondiale, on peut parler d'événements pour désigner ce film. On y retrouve amour, drame, trahison, comédie et le tout en chanson bien sûr. Alors, entre ces paysages enneigés, ces chansons mémorables et la relation de ces deux sœurs princesses, découvrons comment a été créée la Reine des Neiges. Vous êtes sur la chaîne de Sio et on est parti pour le 14e épisode de Story Gym. Il y a eu du chemin avant que le film La Reine des Neiges fasse sa sortie en 2013. Il faut en effet remonter 73 ans en arrière, en 1940, quand Walt Disney lui-même a l'idée d'adapter en film les contes d'Andersen. Il prévoit en coproduction avec Samuel Goldwyn de faire un film en live-action sur la vie de l'auteur, entrecoupé de séquences d'animation qui mettraient donc en scène ses œuvres les plus connues. Parmi elles, on retrouve notamment La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard ou encore La Reine des Neiges qui a pour titre original Snedroningen. Hélas, avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Disney se concentrera sur la fabrication de films de propagande pour l'armée américaine et la potentielle adaptation de La Reine des Neiges en animation sera mise au placard. Elle n'en sera ressortie que vers la fin des années 90 et avec la participation de Glen Keane, un des animateurs les plus talentueux du studio, le projet sera sur la bonne voie pour connaître le succès, mais Glen Keane va se barrer pour bosser sur Réponse. Plusieurs réalisateurs vont essayer de proposer leur version de La Reine des Neiges, mais aucune n'aboutira. On envisagera même John Lasseter, ce qui aurait pu faire de La Reine des Neiges un long métrage Pixar, mais là encore ça n'ira pas jusqu'à la mise en production. Le projet sera donc remis au placard pour 6 ans de plus, et en 2008 c'est le réalisateur Chris Buck qui va proposer sa version de La Reine des Neiges. Buck sera motivé non pas par le conte d'Andersen, mais plus par l'idée de proposer une nouvelle définition du véritable amour, qui se différencierait des histoires plutôt classiques de princes et princesses déjà vues et revues chez Disney. Le projet sera enfin mis en production avec comme titre original Anna and the Snow Queen. Le scénario est à ce moment-là très proche du conte d'Andersen et le long métrage était prévu pour être fait en animation traditionnelle. On est début 2010 et le projet va à nouveau entrer dans ce que les Américains appellent le Development Hell. Les scénaristes auront beaucoup de mal à trouver une dynamique intéressante pour le personnage de la Reine des Neiges. Étant originellement un antagoniste, la relation entre l'héroïne Anna et la Reine des Neiges était plutôt manichéenne et peu intéressante. Les premiers concept art d'Elsa la représentaient alors sous des traits plus anguleux, parfois avec un sourire malicieux. La situation au niveau du scénario sera débloquée avec l'idée qu'Anna soit plutôt la petite sœur d'Elsa. En effet, la relation partagée entre deux sœurs était un sujet encore très peu abordé dans un film d'animation, et les interactions entre Anna et Elsa ont pu gagner en complexité avec ce lien familial. Les équipes de Disney organiseront même une conférence en conviant toutes les employés ayant des sœurs pour parler de leur relation. Sur ce sujet principal du lien qui unit deux sœurs, le scénario va se développer bien plus facilement. Le film devant à l'origine être dessiné à la main s'orientera finalement sur le choix de la 3D pour mieux rendre le grandiose des paysages nordiques. Le projet sera renommé en Frozen, son titre final, et Jennifer Lee rejoindra Chris Buck au scénario et à la réalisation du film. Les principales inspirations seront notamment les films de Hayao Miyazaki tels que Le Voyage de Chihiro, mais aussi les films de David Lean tels que Lawrence d'Arabie et le Docteur Zhivago pour leurs aventures épiques et l'excentricité de leurs personnages. L'univers et les décors de la Reine des Neiges sont aussi grandement inspirés de la culture norvégienne et scandinave, et un voyage en Norvège sera pour l'occasion organisé par les équipes de Disney. On retrouve ainsi dans le film des stavkirkeux, ces églises médiévales en bois typiques de la Norvège, des bateaux vikings, des sources chaudes, des fjords, et même les vêtements ainsi que la nourriture norvégienne sont bien représentés dans le film. Le village d'Arendelle où se déroule l'histoire est inspiré du Nærøyfjord, un fjord situé en Norvège. Et oui, là-bas, un fjord, c'est soit une vallée, soit un cheval. Chez nous, c'est juste un yaourt. À propos des vêtements, Michael Guillemot, le directeur artistique du film, va mener une étude minutieuse sur les tenues qui habilleront les personnages. Aidé de Gene Gilmore, qui prendra alors le rôle de costume designer, ils vont créer des tenues mélangeant la mode européenne des années 1840 et les costumes traditionnels norvégiens du 19e siècle. Tissus, boutons, coutures et ornements seront tant d'éléments détaillés qui repousseront les limites de la beauté des vêtements montrés jusqu'à maintenant dans un film d'animation. Là où dans les films en animation traditionnelle, les tenues font partie intégrante du design d'un personnage, dans les longs métrages en 3D, les vêtements sont presque traités comme une entité à part dont le comportement va dépendre des mouvements du personnage qui les porte. Mais il n'y a pas qu'en 3D que la gestion des vêtements est compliquée, regardez cette représentation live de Libéré Délivré. Les vêtements, c'est pas toujours facile.
Pour la Reine des Neiges, il y avait un autre élément technique à bien réussir, évidemment, la neige. Le département des effets spéciaux est allé prendre des références en se filmant en train de marcher, courir et même tomber dans la neige avec différents types de vêtements pour bien comprendre la physique de cette matière. La neige a été en réalité une matière plutôt complexe à programmer. Ce n'est pas vraiment un fluide ni un solide, elle peut être compressée et elle s'accroche au contact de certaines matières. L'intervention de chercheurs de l'Université de Californie a donc été requise pour mettre au point le logiciel Matterhorn, capable de générer de la neige ayant un comportement physiquement crédible. L'équipe en charge des éclairages se rendra dans l'hôtel de glace au Québec pour y étudier la réflexion et la réfraction de la lumière sur la glace, un autre élément important du film. La Reine des Neiges sortira finalement le 27 novembre 2013 et récoltera au total 1,282 milliard de dollars dans le monde, soit plus de 8 fois son budget déjà imposant de 150 millions. Ce résultat au box-office fera de La Reine des Neiges le film d'animation ayant généré le plus d'argent. Ce record sera maintenu jusqu'en 2019 où seulement 2 films réussiront à se hisser plus haut, l'un des deux étant tout simplement sa suite, La Reine des Neiges 2. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur la Reine des Neiges. Parmi les changements opérés dans le scénario, Elsa devait par exemple être la méchante dès le début du film en kidnappant Anna pendant son mariage, en la glaçant complètement pour ensuite redescendre en ville avec une armée de bonhommes de neige. En parlant de bonhommes de neige, Olaf devait à la base également être un méchant au service d'Elsa avant de finalement devenir un personnage comique qui accompagne Anna. Les prénoms donnés aux personnages de la Reine des Neiges n'ont pas été choisis au hasard. Les personnages de Hans, Christophe et Sven font très probablement référence à l'auteur original du conte, Hans Christian Andersen. Pour Anna, c'est certainement une référence à Anne, le prénom de la mère d'Andersen. Quant à Elsa, il peut s'agir d'une référence à Elisa, l'héroïne dans Les Cygnes Sauvages, un autre conte d'Andersen. Le plan qui a nécessité le plus de temps à être créé est celui où Elsa construit son palais de glace. 50 graphistes ont été impliqués rien que pour ce plan et la complexité des différents effets spéciaux ainsi que tous les reflets a rendu le calcul des images particulièrement long. En sachant que chaque seconde du film est composée de 24 images, pour cette scène, chaque image nécessitait à elle seule 30 heures de rendu avec 4000 ordinateurs qui travaillaient en même temps. La magie d'Elsa, c'est pas de la gnognotte. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, moi ça me fait toujours autant plaisir d'aborder des films d'animation dans ce format, et avec l'approche de l'hiver, je me disais que cette suggestion faisait plutôt sens. Je le rappelle, si tu as une œuvre ou un personnage en tête que tu aimerais voir dans un prochain Storyjin, tu peux me l'écrire en commentaire. Tu peux également t'abonner, lâcher un petit like, suivre le compte Instagram pour me soutenir. On se retrouve la prochaine fois pour le deuxième épisode de Lynx, je suis en train de retravailler un peu le format, ça devrait être mieux. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.